Chers internautes, bonjour. Nous sommes présentement accompagnés de Passy la Noblesse. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une artiste musicienne camerounaise qui n'a pour cesse de nous faire vibrer au rythme des sonorités culturelles du Cameroun. Cependant, aujourd'hui, nous parlerons avec elle non pas de sa carrière artistique, mais bien évidemment d'un projet qu'elle a mis sur pied pour répondre effectivement aux problèmes dont elle a vécu durant sa tendre enfance. Passy la Noblesse, bonjour et merci d'être là. Bonjour. Voilà, justement, vous êtes accompagné des personnes avec qui vous travaillez, Monsieur Fonke, qui effectivement est le promoteur du label Hop ASBL, et le professeur Samou Kamara, qui est enseignant à l'université, enseignant d'histoire et d'archéologie à l'université. Bonjour et merci d'être là. Merci. Voilà, Passy, est-ce que aujourd'hui vous souffrez encore de cette défaillance visuelle? Oui, voilà. Ça continue, je continue à suivre le traitement, bien entendu. Et à quel moment avez-vous justement décidé d'en parler un peu plus ouvertement de ce problème dont vous souffrez depuis longtemps? Je pense que j'ai toujours parlé de ça autour de moi, mais pas d'une manière ouverte. Et pour cette fois, j'ai décidé de sortir de mon silence. Qu'est-ce qui a provoqué justement ce déclic? C'est ce que je demande. Voilà, il y a des moments dans la vie où on décide de faire quelque chose. J'ai eu l'idée, j'ai pensé, j'ai rencontré M. Fonke qui m'a beaucoup motivé, qui m'a plutôt orienté, qui m'a ouvert encore de l'esprit et j'ai eu cette rage de reprendre, de sensibiliser, de communiquer avec ceux qui souffrent de ce problème comme moi et qui ne savent pas le dire. Voilà, justement, en 2002, l'Organisation mondiale de la santé chiffrait à plus de 161 millions de personnes qui perdent la vie, qui souffrent d'une perte de vue, parmi lesquelles 13 millions étaient des enfants. Vous ne faites peut-être pas partie de ces personnes, mais comme je le disais tantôt, vous avez connu cette pathologie durant votre temps d'enfance. Comment est-ce que vous l'avez vécu personnellement ? Personnellement, j'ai vécu cette pathologie depuis mon tendre enfant. Je peux dire, Dieu merci, mon papa, il a veillé à ce que tout se passe plutôt bien, que je puisse aller à l'école. Mais plus tard, j'ai plutôt eu un accident aussi. Malheureusement, l'intervention du médecin n'était pas la bonne, qui m'a plutôt créé d'autres problèmes. Et en outre, mon père géniteur, il en a souffert aussi, peut-être à son époque, il n'a pas eu la chance de se faire soigner et tout. Et j'ai des enfants qui souffrent aussi de ces maux. Donc, je connais un peu la profondeur de ce mal. D'accord. Professeur, la cécité infantile fait partie des problèmes fréquents chez les enfants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le continent africain, les gouvernements prennent justement au sérieux ce problème? Eh bien, je vous remercie pour cette question. Je voudrais tout simplement signifier dans le départ que quand un archéologue spécialiste de préhistoire et d'archéologie est invité à assister à un tel projet, il est devant un dilemme. Ce dilemme consiste à faire en sorte que le sujet repose sur des éléments fondamentaux liés à l'histoire de la discipline, en fin de compte. En ce sens, avant de répondre à votre question, je me dirais, la cécité, depuis quand est-elle connue dans l'humanité, par exemple? Est-ce qu'elle est spécifique à l'Afrique? Est-ce qu'elle n'a existé que maintenant ou alors est-ce qu'elle a toujours existé depuis l'Antiquité? Pour l'archéologue, spécialiste de préhistoire, la question est que la cécité fait partie de l'évolution même de l'homme, fait partie de l'évolution de l'humanité. Dans le contexte africain, on peut dire que certainement la cécité a existé dans la Grèce, dans l'Égypte ancienne, au niveau mondial, que la cécité a existé dans la Rome antique, dans la Grèce antique, mais que sur ce plan-là, les éléments suffisants pour étayer, si vous voulez, l'idée même du projet existent. Il n'est pas le cas ici, pour question de temps, de développer tous ces aspects liés à la cécité, laquelle cécité est liée à l'évolution de l'humanité. Mais sur le continent africain, on peut dire que la cécité est liée à l'écosystème, en ce sens que si vous prenez l'évolution de l'homme dans le paysage, que les sites d'habitation, c'est-à-dire les sites de villages, sont en fonction des cours d'eau. Là où il n'y a pas de cours d'eau, là où il n'y a pas de rivière, là où il n'y a pas de marigots, les hommes ne s'installent pas. Parce que l'eau est source de vie, comme on le dit en l'occurrence. Dès l'instant où les populations s'installent le long de ces cours d'eau, et que ces cours d'eau sont, si vous voulez, dans un contexte infect, en ce sens qu'il y a
si vous voulez, plein d'autres éléments nuisibles. Quand on parle par exemple de l'onchocercose sur le continent africain, qui est parfaitement bien connu, c'est la maladie des os, d'une certaine façon. Donc, la vie dans cet écosystème est automatiquement liée à la question de l'eau, et cette question de l'eau, si vous voulez, peut avoir des répercussions sur l'évolution même du contexte d'habitat. Et comme je le disais justement, comment est-ce que les gouvernements africains appréhendent justement cette situation? Eh bien, là-dessus, je peux vous dire, à partir de la littérature, que ce problème a été appréhendé depuis la période coloniale. Quand on prend par exemple, sous la période coloniale française en l'occurrence, il a été créé différents centres de traitement de l'ophtalmologie, ce qu'on appelle les centres d'ophtalmologie tropicaux, par exemple, sur le continent africain. Il y en avait à Dakar, il y en avait au Mali, certainement au Niger et en Afrique centrale en l'occurrence. Donc ce problème a été constamment traité depuis la période coloniale. Mais aujourd'hui, le problème existe. Différents projets ont été développés avec l'appui des programmes des Nations Unies pour le développement, le PNUD en l'occurrence, et qui a soutenu différents projets d'éradication, si vous voulez, des phénomènes liés à la cécité. Ces projets existent, ont été souvent financés. Mais quant à voir l'impact de ces projets sur les populations locales, les résultats peuvent apparaître des résultats mitigés d'une certaine façon, en ce sens qu'il ne s'agit pas de traiter la cécité, si vous voulez, dans les grands centres urbains. Il faut aller au-delà des grands centres urbains, surtout dans les milieux ruraux, dans les milieux villageois, où jusqu'ici encore, vous avez un taux de cécité extrêmement élevé, notamment au niveau des enfants. Et ce qui est encore regrettable, c'est que plus la cécité touche la jeunesse, plus la cécité frappe, si vous voulez, tous les efforts de développement socio-économique d'un État. C'est-à-dire qu'une jeunesse aveugle, une jeunesse malvoyante, est une jeunesse qui ne peut pas contribuer au développement du continent africain. Voilà justement, le centre universitaire de Bangui considère justement les traumatismes oculaires comme faisant partie des problèmes fréquents chez les jeunes qui peuvent laisser, en l'absence d'une prise en charge précoce, des problèmes de perte de vue. Quelles sont selon vous les initiatives qui sont au niveau des pays africains mises sur pied justement pour pallier à cette situation? Moi je pense qu'il faudrait plutôt qu'on pense à un problème, si vous voulez, de traitement au niveau sous-régional. C'est-à-dire qu'aucun pays, aujourd'hui sur le continent africain, ne puisse évoluer de manière isolée par rapport à ces problématiques. Les organisations étatiques sous-régionales existent, sans aucun doute. Si je prends en Afrique occidentale le cas de la CEDEAO, qui est, si vous voulez, un organisme hyper bien structuré, des projets développés dans le cadre de ces organismes peuvent permettre de contribuer à éradiquer la cécité. Mais quand on prend les États de manière singulière, si vous prenez par exemple un exemple terre à terre, les pharmacies par terre aujourd'hui sur le continent africain existent partout. Et ces pharmacies par terre, comme on l'appelle souvent en Afrique occidentale, c'est des pharmacies qui ne sont constituées que des produits frauduleux. Des produits qui sont introduits de manière frauduleuse sur le continent africain, qui sont fabriqués par différentes multinationales internationales qui inondent le continent africain. Donc, si vous allez dans une pharmacie, on vous vend un produit en disant ce produit est contre, si vous voulez, les problèmes de cécité, vous avez un faux produit qui ne sert à rien. Et les gouvernements, paradoxalement, certains gouvernements le savent. Ils le savent très bien. Les douanes le savent. Toutes les douanes de nos États le savent. Mais il faudrait bien lutter contre ces phénomènes, à mon avis. Non, si je comprends bien, jusqu'ici, rien n'est vraiment pris en charge, ou du moins, pas comme il faut. Je pense qu'il y a des initiatives, mais est-ce que ces initiatives sont suffisantes? Vous prenez par exemple l'école rurale. Quelles sont ces écoles et combien d'écoles bénéficient-elles, si vous voulez, des visites médicales pour ne serait-ce que détecter dès le bas âge les éléments récurrents à la cécité? J'en connais pas beaucoup. Si je prends certains pays que je connais, mais j'en connais pratiquement rien. Donc, les enfants sont inscrits. Évidemment, vous demandez à un élève de lire un texte sur le tableau noir, il n'arrive pas à lire parce qu'il est assis à 20, 30 mètres beaucoup plus loin. Il n'arrive pas à lire. Et l'enseignant, il n'est pas médecin préparé pour la circonstance. Mais sa réaction, c'est que vous ne lisez pas. L'enfant va dire non, je ne lis pas. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il faut absolument que les parents aient la capacité, si vous voulez, d'introduire cet enfant dans un centre médical, qu'ils aient les moyens suffisants de traiter ces problèmes dès le bas âge. Et combien de pourcentage d'enfants existent dans nos écoles dans cette même situation? Je dirais que, sans être pessimiste, que ce serait beaucoup, beaucoup même. Et je le répète,
tant que l'Afrique ne traite pas, si vous voulez, le problème de la cécité au niveau des écoles, au niveau de l'enfance, nous courons le gros risque de voir la marginalisation économique du pays par manque, si vous voulez, de forces vives capables de contribuer au développement. Et là, vous abordez justement déjà la question des conséquences, de l'impact que peut avoir ce problème de cécité au niveau du plan économique, au niveau de la gestion entière des gouvernements ou des pays africains. Je vais revenir vers vous, Passy, pour vous demander, est-ce qu'on guérit finalement d'une cécité, d'une défaillance visuelle? Je dirais peut-être ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Il y a peut-être chez certaines personnes, peut-être on peut l'améliorer, mais des mots qui n'ont pas été détectés plus tôt. Parfois, tu es chez l'ophtalmo, il trouve que c'est un truc qui s'est vraiment déjà installé. Peut-être on peut t'aider à gérer, mais dit guérir, c'est pas évident. Mais concrètement, est-ce que les choses se sont allées en s'améliorant au fil du temps? Oui, ça s'améliore au fil du temps, peut-être parce que j'ai eu la chance de me retrouver du côté de l'Occident, où je peux profiter des soins vraiment appropriés, parce que j'ai été opérée de cet œil au Cameroun, mais ça s'est très très mal passé. C'est quand j'arrive ici qu'on l'a détecté. Pourtant, le médecin avait plutôt déclaré autre chose. Pourtant, ce n'était même pas le problème dont je souffrais. Voilà, vous travaillez sur ce projet en collaboration avec l'ABEROP. C'est une initiative qui est représentée ici par son promoteur, M. Fonke, qui est promoteur du l'ABEROP ASBL. Alors, M. Fonke, quelles sont les raisons qui vous ont justement motivé à collaborer sur ce projet? Merci de m'avoir donné la parole. En fait, je rencontre Passy la Noblesse dans le cadre d'une campagne de sensibilisation que nous avons menée pour la lutte contre la solitude invisible. C'est dans le cadre de ce projet que je rencontre Passy la Noblesse, qui me parle de ses préoccupations, qui me parle de son isolement et de celui de beaucoup de personnes en Afrique qui malheureusement se retrouvent dans cette situation-là, notamment ceux qui souffrent de cette cécité, et dont on ne parle pas assez. Elle m'a parlé de son souhait de faire parler de cette problématique à travers d'abord son village, à partir de son village, et puis de là, essayer d'amplifier cette information pour intéresser d'autres personnes. C'est à ce titre d'ailleurs que le professeur Camara est là, parce que ce n'est pas un problème qui se limite au Cameroun ou à son village, c'est un problème qui touche beaucoup de pays africains. Et le fait d'en parler tel qu'on le fait maintenant, je pense que c'est toujours une avancée. C'est toujours une avancée et beaucoup de ces familles souffrent d'abord d'un problème, d'un manque d'information. Il y a un manque d'encadrement et je pense que cet encadrement, nous pouvons le leur donner à travers cette campagne de sensibilisation. C'est pour cette raison que j'apporte mon soutien à Passy la Noblesse dans le cadre de ce projet, de cette campagne qu'elle a lancée il y a déjà quelques mois. Quels sont justement les principaux objectifs que vous comptez finalement atteindre à travers ce projet? Je pense que c'est un projet d'abord de Passy la Noblesse. L'ABELOP l'accompagne, parce que dans l'ABELOP, nous parlons de valorisation, autonomisation. C'est vrai, nous faisons partie des diversités belges et bruxelloises plus particulièrement, et ce n'est pas toujours facile. On ne peut pas toujours passer le temps à tendre la main à l'autre. Nous essayons à travers l'ABELOP de nous regarder les uns les autres dans les yeux. Et c'est à ce titre que nous accompagnons Passy la Noblesse dans son projet. Dans ce que j'ai cru entendre, son objectif premier est de mener des actions dans son village, puisqu'elle vient de là, elle a souffert de cette maladie, ses parents en ont souffert, certains membres de la famille, certaines de ses connaissances en ont souffert. Et elle ne voulait pas se limiter tout simplement à acheter un paquet de médicaments envoyé à sa famille. Elle s'est dit non, il faut que je fasse quelque chose pour d'autres personnes dans le village qui en souffrent aussi. Et c'est pour ça qu'elle a lancé cette campagne qui se clôturera d'ailleurs par une soirée qu'elle réalise le 6 octobre prochain, pour lequel elle invite beaucoup de personnes à la soutenir parce qu'elle pense, elle a vraiment envie de faire ce premier pas, de franchir ce premier pas. Et pourquoi cette émission ici? On parle beaucoup de la diaspora. Je crois qu'il ne s'agit pas tout simplement de faire la fête en parlant de la diaspora. Il s'agit aussi de les interpeller par rapport à cette problématique
et leur dire que un bon conseil, une adhésion à un projet comme celui-ci peut permettre d'aller un peu plus loin. Et je crois que c'est de cela qu'a besoin cette population qui nous écoutera. Je reviens vers vous, professeur. Quels sont les éléments qui permettent de dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on a franchi un certain pas sur cette question de cécité visuelle? Moi, je pense qu'il y a des initiatives, sans aucun doute. Et comme je disais tantôt, aucun pays pris isolement ne peut venir à bout de ces problèmes. Il y a des actions entreprises au niveau régional et sous-régional, avec l'appui effectivement de différents bailleurs de fonds, notamment différents programmes des Nations Unies, par exemple, qui portent leur effet. Mais attention, tant que la gouvernance au niveau national, au niveau continental, n'est pas une gouvernance décentralisée, en ce sens que le problème soit traité de manière locale, beaucoup d'initiatives resteront dans les tiroirs des capitales régionales. Et ce serait vraiment dommage pour l'Afrique. Et concrètement, vous préconisez quoi? Moi, je préconise, si vous voulez, des actions locales, c'est-à-dire que des actions ciblées vers la population rurale directement, sans passer par 4000 intermédiaires. Vous dites de façon simple des campagnes de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge précoce justement de ces personnes qui souffrent justement de ce problème de défaillance visuelle. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, madame, en ce sens que tant que les initiatives sont financées, et que ces initiatives sont bloquées au niveau des capitales régionales, et qu'après 2 ou 3 semaines passées dans les capitales régionales pour des formalités administratives, alors que l'essentiel du problème se trouve ailleurs, dans les villages, alors là, croyez-moi bien, madame, le problème ne sera jamais suffisamment traité. Moi, je cherche plutôt à défendre des projets qui soient conduits de manière locale, directement aux frais de la population, que les acteurs des projets soient sur le terrain, qu'ils aient face à eux les concernés même, c'est-à-dire les personnes qui sont là, qui sont dans la souffrance, les enfants, les écoles, aller dans les écoles, sensibiliser par exemple les écoles. On dira, je suis enseignant de formation, je sais très bien que toute information donnée à l'enseignant est facilement véhiculée à l'élève à travers l'enseignant. Donc, ne pas conduire des projets qui n'associent pas, si vous voulez, les enseignants locaux, et que ces enseignants locaux soient, si vous voulez, des acteurs des formations, des sensibilisations sur ces projets-là, et que les enfants qui sont là, qui sont, si vous voulez, le futur même de l'humanité, le futur de l'Afrique, qui sont la force vive même de l'Afrique, la force vive de l'humanité, soient dans des conditions d'aisance sanitaire efficaces pour être mieux formés. Il faut bien voir, pour être mieux formé, il faut bien écouter. Mais aujourd'hui, si tu ne sais pas lire, écoutez, mais où est-ce qu'on va? Ce serait, si vous voulez, sacrifier cette tranche qui est le poumon même économique de l'Afrique pour des problèmes qui peuvent être résolus. Mais ne nous cachons pas la réalité. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Au niveau africain, on a des cerveaux partout, dans tous les domaines. Mettons ces compétences ensemble de manière transnationale et faisons en sorte que le problème des cécités, franchement, puisse être épargné au niveau des enfants. Parce que, croyez-moi bien, tant que la jeunesse africaine restera marginalisée, restera, si vous voulez, engluée dans ces aléas de gouvernance pour des problèmes de santé qui sont souvent sous forme de problèmes qu'on peut résoudre en un rien de temps. Il ne suffit pas de rester cloîtré dans son propre pays. Il faut qu'il y ait des actions transnationales, locales, sous-régionales, pour que l'enfance africaine ne soit plus cette enfance qui souffre de cécité. Et d'accord, justement, parce que le professeur parlait tout à l'heure, justement, d'aller à la rencontre de ces personnes pour essayer de les sensibiliser. Est-ce que vous, précisément, vous êtes déjà rendu sur le terrain au niveau du Cameroun pour, par exemple, rencontrer toutes ces personnes que vous comptez sensibiliser? Je crois que dans l'ordre de ce projet, je me suis rendue au Cameroun, où j'ai rencontré certaines personnes, on en a parlé, on en a discuté, des personnes aussi qui luttent pour la même cause déjà. Et moi, connaissant mon public par rapport à cette pathologie, donc on essayera après la soirée du 6, voilà, déjà le 5, on aura une journée porte ouverte. Désolée, je ne vous coupe pas, vous faites bien de parler de cette soirée parce que parmi les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, vous avez un programme d'activité que vous avez mis sur pied.
Quelles sont ces activités? Exactement, déjà le 5 octobre, nous ferions une journée porte ouverte qui portera, on sera plus précis et voilà, dans un plan détaillé, la feuille de route pour la continuité dans ce projet. Parce que le 6, on aura une soirée des galas, récolte de fonds, et par après, on aura un plan d'action dont de toute façon, on communiquera à notre public le projet pour le Cameroun, parce qu'on devra faire la descente sur le terrain. Et comme le professeur venait de dire, nous, on va à la rencontre de la population locale. Pas trop de... Je vais dire, je ne suis pas riche, j'ai pas de gros moyens, monsieur Fonck, voilà. Et nous, on va rencontrer des personnes, on va aller vers eux, même si on touche 1-2 personnes et qu'ils retrouvent du sourire. C'est un peu ça le souci. Donc, tout est en bon point pour y arriver. Quelles sont les conditions de participation à cette soirée? Les conditions de participation, on fera une soirée des galas, voilà, pour ceux qui peuvent aller sur ma page internet Passer la Noblesse, ils verraient toutes les informations attrait à cet événement. Pour la participation. Oui. Le prix d'entrée, vous avez... Le prix d'entrée, les préventes sont de 10 €. Et voilà, à la porte, c'est 20 € de participation. Et les frais récoltés, justement, serviront... Oui, les frais, justement, serviront pour cette campagne de sensibilisation, voilà, bien entendu. Voilà, Monsieur Fonck, un mot peut-être de fin, parce que nous tendons clairement à la fin de cette émission. Oui, moi je crois que le professeur Camara a mis vraiment le doigt sur le problème. Il a même proposé des solutions en parlant des écoles. Ça rejoint un peu l'initiative de Passer la Noblesse, parce que quand on parle d'aider, la première chose, justement, comme l'a dit le professeur Camara, c'est d'aller sur place, vers ces écoles-là, se préoccuper de la situation de ces jeunes, en parler avec les professeurs qui sont en contact avec ces jeunes. Parce qu'ici en Belgique, constamment, chaque rentrée, de toute façon, il y a des ophtalmologues dans des écoles qui traitent ce problème de vue chez les enfants. Nous envoyons régulièrement des enfants qu'on envoie chez les ophtalmologues parce que la vue n'est pas excellente. Je crois que répercuter cette information au niveau de l'Afrique, ce serait une bonne chose. Et c'est ce que tente de faire Passer la Noblesse à travers cette récolte de fonds, comme elle a dit. L'idée première, c'était d'aller dans le village, dans son village, puisque c'est de ça qu'il s'agit pour le moment, rencontrer des personnes concernées par la problématique et pourquoi pas sensibiliser les professeurs, comme l'a dit le professeur Camara, les maîtres d'école, pour qu'on puisse parler davantage de cette problématique et apporter des solutions. Parce que comme l'a dit pour le professeur, la solution doit partir du bas vers le haut. Or, malheureusement, en Afrique, on a tendance de tout attendre d'en haut. Et souvent, le bas n'a rien parce que, l'information arrive, mais parfois très tardivement. Et c'est aussi pour ça que les résultats sont mitigés. Merci, M. Fonck, pour votre intervention. Je vais de ce fait donner la parole à Passy avant de clôturer justement cette émission pour son mot de fin peut-être. Oui, merci Anne-Laure pour ta prestation et vraiment merci pour nous avoir accordé ce temps. Merci M. Fonck pour le soutien, franchement, dans ce projet qui me tient à cœur. Pour ce camarade, je saurais comment manifester le bonheur, la satisfaction pour cet après-midi. Merci à toute l'équipe technique, de la patience et du professionnalisme. Alors, j'invite le public, toute personne intéressée par ce projet, le 6 octobre, à la salle Proximus, 51 rue Stromba, 1140, Bruxelles. Voilà, pour soutenir ce projet. Bien évidemment, sur ma page Facebook, Passer la Noblesse, vous aurez des informations concernant cette soirée. Je vous invite massivement le 6 octobre à venir vivre ce moment ensemble, qu'ensemble soutenons ce projet et voir ceux qui peuvent participer, nous apporter leurs idées afin qu'ensemble nous donnons du sourire à ceux qui sont dans le besoin. Merci.
Voilà, aller à la rencontre des enseignants et des parents pour la problématique concernant justement la cécité visuelle. Telle est la solution préconisée ici autour de cette table de campagne de sensibilisation pour l'élimination de la cécité évitable. Merci, chers internautes, de nous avoir regardés. Merci également à l'équipe technique qui travaille en rendez-vous le 6 octobre 2018 pour justement soutenir ce projet qui porte effectivement sur la campagne de sensibilisation contre la cécité visuelle. Merci à vous et à bientôt.